Seguimos, por último, com Manuel Aires Mateus e Thierry Oquet, numa conversa intitulada Arte e a Comunicação à Prova do Imediatismo. Fonctionne? Bonsoir à tous. Donc nous avons le plaisir d'accueillir nos deux orateurs, Thierry Oquet et Manuel Aires Mateus, pour un débat sur l'art et la communication à l'épreuve de l'immédiateté, a arte e a comunicação à prova do imediatismo. Parece tema muito difícil, mas vamos ver como abordar. Então, ce thème-là sur l'immédiateté laisse supposer que l'art et la communication pourraient se passer de médias, d'intermédiaires. C'est peut-être une première façon d'aborder ce sujet. C'est évidemment le rapport au temps de la création, de la communication. Alors, je vais laisser nos deux orateurs avancer leurs idées, débattre, et je reprendrai peut-être le micro de temps en temps pour poser une question. Qui veut commencer parmi vous? Thierry? Bon, merci. Donc peut-être pour commencer, il me semble que le sujet de l'immédiateté se pense aujourd'hui avec une dimension particulière du fait de l'émergence récente des réseaux sociaux. Et donc sur ces réseaux sociaux, je voudrais dire deux choses. La première, c'est le fait que d'une certaine manière, on peut dire que ces réseaux sociaux sont l'aboutissement des promesses de la démocratie. C'est la démocratie intégrale réalisée, en quelque sorte, puisque désormais, il n'y a plus besoin de disposer d'une tribune officielle pour s'exprimer. Chacun peut s'instaurer, en fait, comme professeur, comme oracle, comme commentateur. Et effectivement, par rapport à la question que vous posiez, il n'y a plus de médiation nécessaire. Donc, une promesse de démocratie, au sens où désormais, la parole est horizontale, la parole est universellement distribuée, mais la contrepartie ou l'envers de cette horizontalité, on peut dire brutalement, c'est un effet peut-être de cacophonie. C'est-à-dire que toutes les paroles s'expriment en même temps et de la même hauteur, et qu'il n'y a plus du coup de temps pour le recul et de temps pour l'analyse. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il me semble, qui est importante par rapport à cette question de l'immédiateté, c'est qu'en fait, on est dans un paradoxe où, effectivement, les réseaux sociaux permettent un rapport de l'individu à son existence qui est entièrement spontané, en fait. On va mettre des photos, des instants, des choses qui sont captées. Et donc, c'est, alors on peut dire la dictature de l'instantané ou la glorification de l'instantané, la beauté de l'éphémère qui tout à coup est capturée. Mais paradoxalement, et c'est ça qui est très étrange, c'est qu'une fois enregistré, l'instant devient un piège d'éternité, en fait, au sens où, une fois qu'il est enregistré, il est susceptible de se prêter à une sorte d'éternel retour. Et c'est à ce moment-là que les réseaux sociaux deviennent un piège, puisqu'en fait, ils interdisent le droit de tout individu à l'oubli, en fait. Ils constituent une sorte de mémoire immanente et distribuée sur l'ensemble des terminaux ordinateurs et téléphones qui interdit à l'individu de réécrire son histoire, puisqu'on pourra toujours produire des enregistrements de ce qu'il a dit, de ce qu'il a été, et lui mettre donc à la face. Donc ce paradoxe d'instantané et d'éternité qui, à mon sens, est très problématique. Merci beaucoup, je crois que ça va intéresser notre orateur sur la mémoire.
ici, bon, moi j'ai des difficultés. Hein. Alors, la première, c'est que je dois parler en français. La deuxième, c'est que moi j'entre à des sujets pas habituels pour moi. Moi, ce que je parle, c'est d'architecture. Alors, quand j'entre à d'autres sujets, c'est beaucoup plus compliqué. Mais je pense qu'il y a en thématique que c'est intéressant sur cette problématique. C'est que nous, on a cette idée qu'on doit avoir une sorte de vie en commun. L'idée des réseaux sociaux, c'est comme aimer le football, c'est une sorte d'accompagner la société d'une façon très banale. Et en réalité, on peut toujours envisager la vie sans dire, moi, j'ai aucune relation avec les réseaux sociaux. Moi, dans mon cas, j'ai aucune. Mais je vais dire que ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est quelque chose qui amène à la vie à une banalité qui peut n'avoir aucun intérêt. Alors, c'est la possibilité de vivre sans accepter notre temps d'une façon acritique. Non, je pense qu'il y a un problème ici, c'est que nous, on accepte cette entrée d'une sorte de nouvelle façon de vie sans vraiment penser à ses avantages, ses problèmes. Et on l'accepte et on l'utilise. Et cette idée que moi je trouve que Thierry parlait, que c'est très intéressant, c'est cette idée qu'on n'a pas plus besoin d'une tribune, tout le monde peut s'exprimer, cette sorte d'homogénéité, banalité de l'opinion, ça amène avec toutes les opinions aucune valeur. Alors c'est ça que ça amène. Et moi je pense que le temps qui m'intéresse, c'est un temps beaucoup plus réel, beaucoup plus permanent. Même, je ne sais pas si j'ai aucune raison, mais moi j'ai une relation avec un temps, que c'est le temps de l'architecture, c'est un temps permanent. L'architecture, c'est l'art de la permanence. Alors c'est ce qui reste de tout ce qui peut se passer. Alors c'est la possibilité de tout va changer et en même temps, tout est permanent. C'est une chose qui est très intéressante, c'est que la vie, elle a beaucoup changé. Non, si on imagine la vie dans les dernières 1000 ans, il a beaucoup changé. Mais en réalité, les maisons, elles n'ont pas changé. Non, elles sont plus ou moins la même chose. Moi, je m'imagine habiter dans une maison gothique, sans aucun problème. Mais, non, bien sûr qu'il y a des détails. Il faut avoir l'électricité en WC, mais à part ça, c'est la même chose. Non, et on voit que toute la vie, ça continue. Mais mon problème sur cette idée, même, je suis complètement d'accord avec cette idée de la permanence de l'instant, de l'instantané, que c'est très, très compliqué. Mais je ne crois pas à cette relation et je ne crois pas à cette façon d'accepter la vie, tout ce qui se passe dans la vie d'une façon comme ça soit très normal. On pourrait dire que pour vous, en tant qu'architecte, si vous partez, si je vous ai bien entendu, du point de départ qui est en fait l'éternité, vous construisez pour l'éternité, vous construisez avec des modèles qui ne changent pas nécessairement, peut-être parce que les besoins humains sont aussi... il y a une forme de permanence là. La question, c'est comment, à partir de ce sentiment d'éternité, vous faites place à quelque chose comme de l'éphémère, de la vie, de l'instant, dans vos bâtiments qui sont faits pour durer. Bon, ça, c'est une question très intéressante, Thierry. Parce que la qualité de l'architecture, c'est vraiment cette ouverture à les possibilités de changement. Ça, c'est quelque chose que tous, nous, on a cette expérience historique. Nous, on sait que, bon, en France, quand on pense à l'Europe, bien sûr, mais aussi au Portugal, ça c'est très, très banal. Nous, les convents, on était convents qui sont devenus écoles, après l'hôpital, des installations militaires, et maintenant sont des hôtels. Et quand on a une certaine qualité, ça tout change. Mais en même temps, c'est seulement l'architecture qui est permanente. Mais la fonction a changé, le temps a changé, tout a changé. Mais en réalité, ces choses sont... Et ça, c'est une condition très intéressante de l'architecture. Parce que l'architecture, bien sûr, quand on parle, quand on a cette idée de l'éternité, si on peut imaginer que le grand symbole de l'architecture, c'est peut-être les pyramides de l'Égypte, non? C'est vraiment la grande compression, les pierres, vraiment l'éternité.
Et on a une idée que l'architecture, elle a résisté jusqu'à le moment où il était fait à la compression. Non, parce que c'était la compression, c'est le temps. Maintenant, nous, on travaille à la traction. Alors, on travaille pour un temps très court par rapport à l'architecture. Et notre résistance en architecture, maintenant, elle n'a rien à voir avec ce côté physique, elle a seulement à voir avec un côté beaucoup plus culturel, intellectuel. L'idée peut être éternelle, mais en réalité, le bâtiment, par rapport à cette idée, elle est éphémère. Non? Ce qui est très intéressant aussi dans ce que vous avez montré tout à l'heure aussi, c'est la question de la ruine, du reste en fait de bâtiments, qu'en fait on va conserver dans une temporalité, c'est-à-dire on choisit, il y a une manière de reconstruire la ruine de manière à ce qu'elle reste une ruine. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on reconstruit, jusqu'où est-ce qu'on peut reconstruire? Et dans ce que vous avez montré, si j'ai bien compris, il y avait le fait qu'un bâtiment qui avait par exemple été conçu pour être dirigé vers le ciel, tout à coup, par l'installation de deux piliers, s'ouvrait sur un autre espace qui était l'eau, en fait, devant. Donc, ce qui est intéressant là, c'est que une ruine, on pourrait dire, c'est un témoignage d'un passé, et aujourd'hui, on reconstruit la ruine, mais sans la restaurer, bien sûr. Voilà, donc ce travail, je ne sais pas comment on doit dire, de restauration peut-être, mais qui n'est pas une reconstitution de la totalité telle qu'elle était. C'est tout le contraire, c'est-à-dire conserver ou restaurer une ruine pour la rendre visitable en tant que ruine, c'est tout le contraire de ce qui a été fait ou de ce qui est en projet à Berlin concernant la reconstitution du château prussien en lieu et place du Palais de la Culture. C'est-à-dire où là, il s'agit de redonner vie à un bâtiment entièrement disparu. Donc, la ruine qui travaille à partir du fragment et qui donc nous met face à l'éphémère, en fait, à la fugacité du temps, précisément parce qu'elle est ancienne, par opposition à une reconstruction qui là est au contraire une sorte d'irruption d'un passé qui arrive comme un bloc devant nous. Et en fait, on n'a accès à rien du tout finalement. C'est une fiction, c'est une pâtisserie, mais c'est pas du passé qui est reconstitué par là. Donc la supériorité de la ruine sur la reconstitution. Mais ça, c'est très intéressant ce que tu dis, mais moi je pense que la ruine, elle est beaucoup plus que seulement un fragment de construction. Non? La ruine, il y a une expérience que tous nous, on a, vous avez bien sûr, tout le monde là, c'est acheter ces petits cahiers à Rome, on voit les ruines et après on peut mettre une transparence et on voit le bâtiment fini, non? Et la chose qui est intéressante, c'est que la ruine, elle est toujours beaucoup plus belle que le bâtiment. Parce que la ruine, elle est la possibilité. C'est comme un livre par rapport à un film, non? Le livre, elle est toutes les possibilités continues. Bon, il y a des films, bien sûr, qui sont extraordinaires sous des livres, mais normalement, un film, c'est une réduction de quelque chose qui nous amène à une imagination très grande qu'on a sur un livre. Et la condition de la ruine est telle, c'est qu'on a cette idée que tout peut être possible par rapport à la ruine. Bon, il a aussi le côté romantique, extraordinaire, ce côté-là, mais c'est cette idée de la possibilité que c'est intéressant dans la ruine. Et c'est exactement le contraire, comme tu disais, que c'était cette reconstruction par une sorte d'incapacité de se présenter à notre temps, comme le font à Berlin, c'est faire avec une structure en béton et après finir comme un palais, je ne sais pas, du 18e ou 17e, je ne sais pas quoi, mais c'est complètement faux, non, dans une image complètement faux. Mais ça, c'est vraiment, c'est le contraire d'autre. Parce que la ruine, c'est la possibilité, l'autre, c'est pas avoir la possibilité de notre temps. C'est une incapacité de regarder notre temps, et la pastisserie, comme vous l'appelez, c'était exactement ça. C'est l'incapacité de proposer à notre temps une possibilité. Parce que nous, on doit imaginer que nos bâtiments sont peut-être, dans notre espoir, les grandes ruines du futur, non?
Et sur cette question de instantanéité et architecture, il y a aussi donc la question qui nous a été posée donc en introduction, c'est celle de la médiation en fait. On a l'impression que peut-être l'architecture contemporaine a besoin de discours. Elle a besoin d'être expliquée. Je donnais comme exemple, donc il ne faut pas que je me trompe, la fondation, donc c'est pas Gulbenkian, c'est à Bilbao. Guggenheim, voilà, Guggenheim, la fondation Guggenheim à Bilbao. Quand on visite le musée, en fait, il y a toute une partie de l'audio guide qui consiste à vous expliquer comment ça a été conçu, comment ça a été construit, comment chaque matériau a été découpé au laser, qui sont tous différents. Enfin, il y a tout un travail qui fait qu'on ne visite pas simplement le bâtiment comme c'était l'ancienne expérience. Si on lit Walter Benjamin, l'architecture, justement, c'était le lieu public qu'on traverse, en fait. Et il n'y avait pas peut-être d'aura particulière de l'architecture, en fait, parce que c'était un lieu à vivre plus qu'un lieu à adorer. Et ici, dans ce genre de bâtiment, le bâtiment lui-même devient l'objet d'un mystère, en fait. Et ce mystère-là appelle des explications, des commentaires, comme si finalement le rapport immédiat à l'expérience du bâtiment ne suffisait plus. Non, c'est vrai, et c'est très intéressant ce que vous dites, parce que nous, on est sur un bâtiment extraordinaire. C'est vraiment le vrai bâtiment. C'est un support, c'est à tout, on est dans un auditoire, c'est fantastique. On va sur un autre qui s'ouvre sur le jardin. On a cette surprise incroyable ici dans la fondation qu'on est toujours au niveau du jardin, mais on change de niveau et on est toujours au niveau du jardin. C'est quelque chose, je ne sais pas comme ça arrive, mais il y a des jardins à tous les niveaux, je ne sais pas comment ça se fait. Bon. Cette perception, c'est une perception fantastique, mais vraiment architecturale. Et par contre, l'architecture, surtout parce qu'il a une très grande influence de l'architecture internationale et de l'architecture faite à des pays qui n'ont pas la même histoire que l'Europe. Bon, je dis les grandes villes, tous faits dans un coup en Asie, en Amérique. L'architecture est devenue quelque chose, l'architecture spectacle, et en même temps une architecture qui doit s'expliquer à soi-même. Nous, on a des bâtiments qui sont expliqués comme l'oiseau qui vole, le chien qui marche, je ne sais pas quoi, la vague qui invade, bon, je ne sais pas. Mais des bâtiments qui ont une histoire. Une histoire qui, normalement, sert d'une façon très rapide à les pouvoirs publics. Non? Moi, j'ai le maire qui se présente. Moi, j'ai un chien qui vole, un oiseau qui chante, je ne sais pas quoi. Mais ça a donné, et ça, il y a des exemples partout en Europe, des bâtiments qui ont cette capacité d'explication. Ils ont même cette explication, même avant l'explication, comme à Guéry, que c'est une explication en soi-même dans le bâtiment. Mais c'est un autre degré, mais c'est vrai ça. C'est vrai que le vrai rôle de l'architecture, c'est un travail de silence. Ça ne peut pas être un travail. Et l'architecture, comme a eu cette idée de, si on parle de communication, et l'architecture, elle a eu des grands problèmes parce que ça s'est présenté avec une énorme force par cette idée de communication, est devenu, c'est basculé à l'idée de l'image, à sortir de l'idée de capacité de vie pour s'insérer dans l'idée de l'image. Et ça a complètement changé la précision de l'architecture, même parce que par le temps de consommation, cette idée de notre monde qui ne résiste pas à les temps très longs, a besoin de consommation. Alors c'est devenu image, possibilité de consommation, communication, mais d'une façon qui n'a rien à voir avec l'architecture. Quand on voit même les grands musées en Europe maintenant, l'architecture elle devient en communication. Mais pourquoi l'architecture devient en communication? Pourquoi c'est quelque chose
d'assez nouveau. Et ce n'est pas une communication en silence qui part de la qualité de l'architecture. C'est déjà fait et conçu comme une communication. Mais ça c'est à voir quand cette idée de temps instantané, je sais pas, de cette perception beaucoup plus rapide. Ça, c'est une notion intéressante. L'art qui devient communication, peut-être sous l'effet justement de l'immédiateté. Peut-être le mot de la fin sur ce thème-là. Ah oui. En fait, moi, j'avais envie d'apporter le quotidien, en fait. C'est pas l'immédiateté, mais le quotidien, en fait. Et le contraste entre ce que tu disais au début, à savoir les maisons gothiques qu'on peut encore habiter aujourd'hui ou qu'on pourrait encore habiter aujourd'hui, et une architecture dont on a l'impression qu'elle est déconnectée du besoin quotidien. Moi, je suis un usager régulier de la Bibliothèque nationale à Paris, et en fait, c'est un bâtiment magnifique, absolument hostile à l'utilisateur. C'est-à-dire pénétrer dans ce bâtiment pour venir travailler et étudier, et comme d'abord il faut descendre dans une sorte de mine, il y a un jardin interdit, et donc c'est très intéressant parce que sur cette conception de l'architecture, alors comme communication, en fait on se demande une communication à destination de qui ? Évidemment, on pense immédiatement à la communication des pouvoirs publics et de l'image de puissance que ça évoque, en particulier par rapport à Mitterrand, etc. Mais c'est aussi une communication avec le divin, en fait, je pense. L'architecture, telle qu'elle est pensée, c'est une sorte de sacralisation. C'est construire un espace sacré, en fait. Et donc un espace qui est fait pour rendre les petits individus humains avec nos petits besoins, nous sommes fatigués, nous avons besoin de manger, nous avons besoin d'aller au lavabo, tout ça est complètement nié par le bâtiment, parce que le bâtiment, il est censé nous amener vers une transcendance, en fait, une sorte d'éternité. Et donc sur cette tension entre la banalité de nos instants de vie et de nos besoins et de nos rapports à l'architecture, et ce que l'architecture peut viser à travers nous ou malgré nous, comme symbolique d'éternité. Voilà, je dis qu'en tant qu'usager, ce n'est pas toujours évident à comprendre, en fait. Mais la bibliothèque que vous parlez, c'est la bibliothèque de Perrault, celle qui c'est grand. Non, mais je me rappelle que un des arguments, je ne sais pas si ça c'était dans l'idée de Perrault, mais un des arguments pour la victoire dans le concours, c'était qu'il avait ces angles-là, que c'était comme des livres. Alors, c'est une image un petit peu, non? C'est un peu littéral, non? Non, mais c'est vrai que l'architecture, elle est très déconnectée avec la vie à ce moment-là. Et ça a à voir avec cette idée de communication, vélocité, tout ça. Ça a à voir aussi avec peut-être une autre vie parallèle. Maintenant, on dit pourquoi dessiner un bon espace, tout le monde est en tout cas à voir son téléphone. Regarde ton téléphone, alors pourquoi avoir... C'est indifférent qu'elle soit autour de toi. Alors. Le téléphone, c'est ce qui compte. Et, je ne sais pas, il a ses problèmes politiques, tout ça. Ça décolle un petit peu l'architecture de la ville. Et ça devient, d'une certaine façon, très, très, très étrange. Et on a cette expérience-là qu'on ne comprend pas pourquoi c'est pas... Ah, pardon. Moi, je n'aime pas beaucoup les micros. C'est les besoins quotidiens. Merci beaucoup. Et merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette soirée. Para fazer perguntas ou trocar ideias com os conferencistas, pode dirigir-se ao espaço Fórum junto ao secretariado. Pour poser vos questions et échanger avec les conférenciers, rendez-vous à l'espace Forum à côté du secrétariat.